Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, c'est un épisode en extra, un épisode spécial où est-ce qu'on veut vous introduire un peu euh, comment est-ce qu'on est venu à faire ce podcast-là. Puis, on va aussi vous raconter un peu nos histoires. Donc, moi, c'est Maggie, puis je co-anime avec Jessica. Bonjour tout le monde! Donc, en fait, c'est comment c'est arrivé ce podcast-là, c'est que moi et Jessica, on est ensemble sur un comité, le comité sur l'étude du devenir des ex-placés. Puis je lui avais parlé que ça m'aurait tenté d'animer un podcast, puis j'étais un peu ambivalente, puis j'avais mis ça de side. Puis plusieurs mois plus tard, Jessica m'est revenue. Donc, si tu veux expliquer un peu comment c'est arrivé de ton côté. Oui, moi j'avais été contactée par Mélissa David, qui est une étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'université Gluco. Et puis, elle avait comme projet de maîtrise, en fait, de faire participer des jeunes à l'organisation d'un forum jeunesse sur la question de la transition à la vie adulte. Et puis, on a fait différents focus group avec différents groupes de jeunes un peu partout au Québec. Et puis, il est ressorti l'idée d'un balado. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai pensé aussi à Maggie, à cette idée-là qu'elle avait depuis longtemps, puis qu'on avait, en fait, mutuellement aussi le goût de le faire ensemble. Donc, j'ai proposé l'idée, puis ça a été accepté, ce qui nous a permis d'avoir aussi un peu de soutien là, pour nous permettre de mettre ce beau projet en œuvre. Donc, très heureuse aussi, en fait, qu'on ait pu se lancer dans ce projet-là ensemble, Maggie. Oui, ça va bien clôturer justement le comité EdGEP qui se termine bientôt. Puis je pense que justement, ça va permettre de prendre les enjeux qu'on a tous vécus puis vus dans le comité EdGEP, puis de les faire connaître justement à la population générale, peut-être un peu plus détaillé. Puis j'avais une petite première confession à te faire. Vas-y, Maggie. C'est pas mon premier podcast. Oh, moi, c'est mon premier. Quand j'étais petite, mes parents m'avaient donné un genre de machine karaoké avec un micro. Puis pendant la première année, je chantais, tu sais, mais c'était des cassettes avec des vieilles chansons que moi, je connaissais pas. Puis je faisais juste comme essayer d'imiter le monde là, qui parlait en anglais, que dans ce temps-là, je parlais pas pantoute anglais. Puis après ce petit trip-là, justement, je m'amusais à prendre mes cassettes, faire des émissions de radio, de moi à moi. Fait que c'est un peu de là que ce goût-là de faire des podcasts est venu. C'est que c'est ça, j'ai passé peut-être 2-3 ans là, dans cette trip-là où je me montais des émissions de radio puis je me faisais rire moi-même seule dans ma chambre. Fait que c'est un peu ça. Wow, c'est vraiment des belles surprises que tu m'as gardées là, toi. C'est le fun. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai animé la radio de l'école. Puis, Pour vrai? ouais. Puis en fait, moi, j'avais probablement que je me cherchais au niveau identitaire. Mais j'aimais ça autant mettre du rap que du punk. Puis moi, à mon époque, il y avait pas mal les deux clics. Puis je me faisais pas d'amis parce qu'on me disait que je n'étais pas capable de me décider. Mais je dis ça un petit peu en blague, mais j'ai toujours été très ouverte d'esprit au niveau musical. Fait que quand je faisais mes animations de musique, les gens trouvaient ça un petit peu drôle que je sautais du rap au punk dans une même émission de radio. Fait que Ça devait être vraiment nice, comme, très spécial quand même comme émission parce que ouais, il y avait vraiment des clics, là, les fresh, puis les skaters, puis les. Ouais, ça devait être cool. ouais. Puis moi, j'étais tout le temps celle caméléon qui gambade au travers toutes les troupes. Puis dans le fond, pour nous présenter un peu, en gros, de quel âge? Et moi, j'ai 32 ans maintenant. Et toi, Maggie? 33. Fait qu'on se suit, on se suit. On n'est Ça pas nous loin, c'est rajeunit pour ça. pas. Comment? Ça nous rajeunit pas, tout ça. Non, ça ne nous rajeunit pas pantoute. On Mais a le on cœur est jeune. dans la même époque, là. Tu sais, dans le même timing dans le temps que tout le monde écoutait Musique Plus puis tout, là. Exact.
Puis, hey, moi, j'ai une question pour toi, Maggie. Voudrais-tu me Ouais. dire pourquoi qu'on a décidé d'appeler ça le Confession de Petit Chris? Ben, c'est que vu que je suis pognée dans le système de santé, puis que j'ai été pognée dans le système de la DPJ pendant plusieurs années, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait quelque chose qui est resté des années qu'on a eues au Québec, parce que la religion prenait beaucoup de place. Ça se manifeste différemment, c'est sûr, mais il y a quelque chose de très cadré, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu au Québec avec la religion, parce qu'avant, la religion était comme mêlée à l'État. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de résiduel de ça, puis de très... les relations sont très top-down, c'est-à-dire que c'est beaucoup hiérarchisé, où est-ce qu'on reçoit les ordres d'un professionnel, que ce soit un médecin, dans ce cas-là, c'est peut-être plus du patriarcat, ou tout ce qui est service social. Fait que c'est un peu cette vibe-là que je voulais aller chercher avec le titre. Puis, tu sais, il y a combien d'enfants qui ont des troubles de comportement qui sont faits appeler des petits Chris? Fait que je voulais qu'il y ait comme une reprise de ce terme-là, puis ça m'inspirait beaucoup d'aller chercher ces deux termes-là ensemble, confession de petit Christ, pour essayer d'illustrer un peu une dynamique que je vois dans la société qui est encore présente, malgré que ça fasse des années qu'on essaye de laïciser l'État, la société. Puis c'est un peu ça que je voyais. Qu'est-ce que tu en penses, surtout? C'est quoi ton côté? Oui, ben on a beaucoup brainstormé aussi, tu sais, puis avec Mélissa aussi, elle nous a aidés pour le brainstorm. Puis quand on a sorti ça, Confession de Petit Christ, ça a comme été un coup de cœur pour un peu tout le monde. Puis ben, tu l'as super bien expliqué aussi. Mais je pense qu'il y avait aussi une réappropriation du mot aussi qu'on voulait changer cette image-là, que c'est pas tous les jeunes qui ont passé par le système de la protection de la jeunesse qui sont des petits Chris, puis d'essayer de voir au-delà de ces comportements-là, des fois qui peuvent être dérangeants, qui peuvent être jugés aussi, et puis de se dire, ben qu'est-ce qui amène les jeunes à avoir ces comportements-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là? Puis souvent, ben, c'est des traumas qui sont cachés. C'est des expériences de vie qui emmènent les gens à des patterns ou à agir, en fait, ben, selon ce qu'ils ont vécu aussi. Fait que je sais pas que toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, mais Ben, il y a une image vraiment frappante là, qui me vient en tête. Là. Moi, c'était l'image du confessionnal qu'il y avait dans le temps dans les églises, où est-ce que c'était la seule place que les gens s'ouvraient vraiment, puis qui disaient tous leurs mauvais coups, qu'est-ce qui les hantait, Fait que c'est un peu cette image-là, quand j'ai entendu le mot confession jumelé à Petit Christ, qui m'a comme vraiment allumé. Fait que, ouais. Puis moi, la religion, en tout cas, tu sais, ça a été on parle, beaucoup de la culture, tu sais, justement, qui était beaucoup mêlée à l'État. La religion, a souvent pris, justement la responsabilité de la protection de la jeunesse avant que l'État, la prenne. Mais il y a une culture qui a tout le temps resté un peu, très conservatrice, heu, dans un moule aussi. On voit beaucoup le modèle québécois. On doit rentrer dans les normes sociétales qu'on pense qui sont bonnes. Hem, Puis, tu sais, moi, la religion, j'ai une confession à te faire. Ma mère, ma famille, c'est toutes, des gens très religieux, très croyants. Et hmm. puis moi, j'allais à l'église, très régulièrement. J'étais obligée d'y aller et puis de rester tranquille, pendant la messe. Puis, j'ai même été dans les brebis de Jésus. Alors, moi, j'étais au gros rassemblement qu'il y a eu à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. C'était un rassemblement international avec plein de gens, de partout dans le monde. C'était, j'ai des souvenirs de ça. C'est vraiment des expériences qui étaient intéressantes. Je pense qu'il y a des belles valeurs quand même dans la religion, des belles valeurs de partage, d'entraide aussi. Hem Mais tu sais, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, heu, qui me rejoignent peut-être moins aussi. Donc, je te dirais qu'au fil des ans, je me suis, un petit peu éloignée de la religion, surtout après, toutes les sagas, qu'il y a eu avec, bon, la pédophilie et toutes les bon,
on rentrera pas là-dedans, là, mais on sait ce qui s'est passé avec la religion. Donc, oui, ça a eu une place particulière aussi pour moi, là, les confessionnals. J'y allais à l'église aussi. Puis quand mon père, à un moment donné, il est tombé malade, j'allais souvent à l'église. Puis mon père, pour me taquiner, il me disait: «Coudonc, un jour, tu vas-tu devenir sœur, toi?» Puis mon père, lui, il est pas du tout religieux, il aime pas ça, de la misère à rentrer dans des églises. Donc je trouve ça, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est très fort, pour mon histoire, la religion. Ben c'est ça, je pense que, tu sais, comme je l'ai dit un peu tantôt, on est les deux ensemble à la même âge, fait qu'on a vécu vraiment les mêmes tendances. Puis j'ai l'impression que nous autres, on était vraiment comme à la fin de cette influence-là de la religion parce que, tu sais, moi, j'en ai eu des cours de catholicisme, puis tout, quand je pense cinquième année, il y avait la chorale, que j'ai participé aussi. J'ai été baptisée, j'avais 8 ans. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que nos générations, là, on est vraiment les derniers à avoir vécu euh, ces élans-là religieux qui se sont vraiment essoufflés avec les années, là. Mais, ouais. Puis, dans le fond, ça m'amène un peu à te demander, aujourd'hui, ça ressemble à quoi tes projets? Ben, aujourd'hui, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai 32 ans. Là, je suis en train de faire ma maîtrise, à l'École d'administration publique. Je fais de la recherche. Je m'intéresse à la peur aidance en protection de la jeunesse. Puis sinon, ben, je suis très impliquée dans les groupes, là, justement, tu en as parlé tantôt, le comité EDGEP avec Martin Goyette. Je suis aussi rendue sur le comité, du Consortium canadien sur le trauma avec Delphine Collin-Vézina à McGill. Donc, des beaux projets qui s'entament. Sinon, j'ai fait un bac en psychoéducation. Puis j'ai vraiment un parcours très atypique aussi, là, parce que moi, j'ai fait, des études en cinématographie et j'ai parti une entreprise aussi. Donc, je donne des cours de photo puis de cinéma aux jeunes dans des écoles, dans des festivals, dans des bibliothèques, un peu partout où on me veut. Je suis là pour, ben, transmettre mes passions aux jeunes, puis leur donner le goût de faire des projets créatifs aussi, d'autres moyens de s'exprimer. Puis j'ai fait, avant ça, des études plus au niveau administratif. Là, j'étais, adjointe administrative, donc secrétariat, comptabilité. Puis avant tout, j'ai commencé un DEP en électromécanique. Donc, c'est ça un peu le pedigree. Changement de domaine? Oui, j'en ai fait, on dirait que je suis comme un chat qui a 7 vies. Mais ouais, là, maintenant, je suis vraiment plus là, spécialisée sur les questions de la protection de la jeunesse. Puis toi aussi, je pense que tu as un parcours un peu atypique, aux études, Maggie, hein, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, euh, j'ai fait mon certificat à la TELUC en psychologie. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire une majeure en éducation des adultes. Puis sinon, comme side project, je suis impliquée avec l'Université de Montréal. Dans le fond, je prends tout mon vécu avec la maladie puis avec le système de santé parce que je suis née avec une maladie. Je vais vous expliquer ça tantôt. Puis je témoigne dans les classes de la faculté de médecine pour promouvoir une approche de partenariat avec les patients pour prendre le savoir expérientiel en compte dans la construction des plans d'intervention. Puis c'est ça. C'est un peu ça mon parcours. Ça fait pas super longtemps que j'étais à l'université non plus. Puis ça a été vraiment graduel mon retour aux études. Fait que c'est ça. Ça fait pas super longtemps que je suis là-dedans. Fait que toi, ta famille, la religion, ça ressemblait à quoi? C'était une famille modèle, justement, un peu qui tripait religion, puis Ouais, ben c'est ça. Moi, ma dynamique familiale, là, on rentre vraiment dans le crunch, de l'histoire parce que c'est ça, moi, ma mère, en fait, à cause qu'elle était pas, mariée avec mon père et puis ils habitaient pas ensemble non plus. Mes parents, ils avaient, 19-20 ans environ quand que ma mère est tombée enceinte de moi. Donc, tout le début de sa grossesse, elle l'a caché, à ses parents parce qu'elle habitait encore chez eux. C'est seulement au mois de janvier-février environ, un matin, que ma grand-mère s'en est rendue compte puis que là, elle l'a avoué. Puis moi, je suis née au mois d'avril.
Donc, elle a vraiment caché ça longtemps. Puis, tu sais, avec les années, j'ai pu justement discuter avec elle de ça. Puis, elle m'a avoué là, qu'elle avait vécu du stress aussi enceinte par rapport à ça. Puis, mon père, lui, de son côté, ben, il aurait aimé ça attendre, tu sais, un peu plus longtemps. Donc, ça a emmené des défis, c'est certain. Euh, mais vraiment, l'élément déclencheur, là, je te dirais que ça s'est passé plus là, autour de 10 ans quand j'ai été placée la première fois à la protection de la jeunesse. J'ai fait une crise là, avec ma mère, puis on avait beaucoup de conflits à la maison. Puis c'est ça, elle a appelé la police est arrivée, ils m'ont pris, puis ils m'ont emmenée en famille d'accueil dans la même ville, heureusement. Pour moi, j'étais contente, là, j'ai pas changé de ville la première fois. Je suis restée environ 1 mois et demi. Bon, je reviendrai dans les détails tantôt, là. Mais c'est ça, le premier placement, là, ça a vraiment été à cause d'un conflit avec ma mère. Mais je dois avouer que j'avais vécu aussi des traumatismes avant, là, avec mon père. De son côté, c'était plus rock'n'roll un peu. J'y allais une fin de semaine sur 2 chez lui. Puis quand j'y allais, ben c'était des fois de la violence conjugale, là. Moi, j'étais témoin de ça. Mon père qui était victime de violence conjugale. Mais je te dirais que c'est vraiment vers l'âge de 6 7 ans où que ça s'est vraiment, dans ma vie, plus d'éléments qui ont déboulé, je te dirais. Mon père qui a eu une tumeur au cerveau, il a failli mourir. Puis après ça, ben, il y avait sa femme qui l'assommait sur le mur, qui le lançait dans le garde-robe, qui me prenait comme bouc émissaire en disant que j'étais coupable de tout. Donc, ça n'a pas été facile. Mon père avait aussi un problème d'alcool là, à cette époque-là. Fait que c'est ça, ma mère a trouvé ça très difficile. Ils se chicanaient aussi beaucoup entre eux. Donc, c'était très difficile. Là. Je ne pouvais pas les avoir les deux dans la même pièce. Là. C'était impossible. Ils se sont séparés quand j'avais 2 ans et demi. Puis encore aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Puis je ne peux pas les avoir les deux ensemble. Là. Récemment, j'ai eu ma graduation. J'aurais aimé ça qu'ils soient les deux présents, mais je sais que c'est pas possible. Fait que c'est ça. Ça leur amène des défis aussi. Mais c'est ça, là, vraiment la raison. Je te dirais que c'est plus rendu à l'adolescence où j'ai commencé à développer des problèmes de comportement liés justement au traumatisme que j'avais. Puis liés aussi au mais moi, je dis que ma mère, elle avait un mode parental très autoritaire, mais c'est ça, assez strict. Donc, c'est sûr que ça clashait avec moi qui étais en besoin d'affirmation, en besoin de liberté aussi, d'autonomie. Et que ça a été des défis pour elle aussi de comprendre ça, parce qu'elle n'était pas consciente. Elle ne comprenait pas ce qui se passait nécessairement non plus chez mon père. Puis elle, avec du recul, elle dit, ben, tu sais, elle n'a pas ressenti avoir eu nécessairement de l'aide pour l'aider dans ça. Donc, c'est ça. C'est assez compliqué, hein, les dynamiques familiales au Québec. Tu Oui, sais, il y oui, en a de oui. toutes les sortes. C'était pas Puis une moi, famille modèle, mais tu sais, ma mère, c'était une femme monoparentale qui essayait tant bien que mal d'arriver à la fin du mois avec ce qu'elle pouvait. Puis moi, j'avais des problèmes de comportement, puis on me renvoyait de l'école souvent. Donc, elle, c'était une grosse charge mentale pour elle aussi. Ça a été trop pour elle, puis elle a demandé des répits, en fait, là, c'est ça, avec les placements. Puis, ben, j'en parlerai plus en détail tantôt, mais ça a été une longue histoire, là. Mais toi, Maggie, comment ça s'est passé pour toi? moi, c'était une famille modèle, vraiment. Puis, je suis née avec une grosse maladie. Bon, pour mettre un peu les gens en contexte, pour résumer, je suis née, j'avais ma bouche, mon estomac, puis j'avais absolument rien entre les deux. Déconnectée totale. Fait que dans le fond, je suis restée à l'hôpital pendant au moins 1 an et demi pour qu'on soit capable de m'opérer. Puis ça a fait en sorte que je me vomis dans les poumons la nuit parce que j'ai pas le sphincter qui fait en sorte que la nourriture reste dans mon estomac. Fait que cette situation-là, direct en partant, ça a mis beaucoup de stress pour mes parents. Puis aujourd'hui, ils me parlent de choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune. Puis je vois du stress post-traumatique là-dedans. Je voyais beaucoup de traumas non réglés. Puis
de peur intense de perdre leur enfant qui nous ont suivis tout le long que j'ai resté chez eux. Fait que dans le fond, ce qui est un peu weird dans ma famille, tu sais, ma famille, c'est vraiment la petite famille typique modèle, là, le papa, la maman, la maison, le chien, là. Puis, tu sais, tout est beau, tout est spick and span, le gazon est ça de long, puis t'as pas intérêt à piler dessus parce que ça va pas bien. Fait que dans le fond, moi, j'étais un peu la petite princesse de la famille au début. Ça a duré pendant 7 ans comme ça, où est-ce qu'on était toutes vraiment, vraiment fusionnelles, là. Puis après ça, mon frère est arrivé, puis avec les années, c'est comme si je développais mon identité, que je me défaisais du moule, puis là, tranquillement, ben, il y avait déjà des comportements bizarres, là. Ma mère, elle m'a déjà conté que mon père m'a déjà donné une claque en pleine face quand j'avais 2 ans parce que j'arrêtais pas de pleurer, genre. Mais c'est parce que, de mon point de vue à moi, c'est juste d'aller au centre commercial. Des fois, je faisais des méga crises, puis c'était pas pour avoir des jouets, c'est parce que je pensais que les centres commerciaux, c'était des hôpitaux. Fait que moi, me faire attacher, je réagissais comme une débile. Me faire vacciner, les madames, ils se pouvaient plus. Ils en revenaient même pas de comment est-ce que j'étais en train d'essayer tout le temps de me battre, puis de me défaire, puis parce que j'ai été restreinte beaucoup. Je me suis fait, tu sais, on me gardait dans des lits, dans des civières pour être capable de me faire mes examens, mes piqûres. Puis je sais que j'ai beaucoup de traumatisme qui est lié à ça. Fait qu'on n'a comme pas eu d'aide là-dedans. Puis tranquillement, pas vite, ben la situation évoluait où ce que mon père, justement, il devenait de plus en plus autoritaire. Puis c'était quelqu'un de très, très, très axé sur la propreté. Il fallait qu'aucun fil dépasse, là, tu sais. Fait que si j'avais le malheur de contrevenir à une de ces règles, ben c'était souvent la crise de colère. Puis plus que le temps avançait, plus que l'aspect fusionnel que j'avais avec ma famille disparaissait. J'avais quasiment l'impression, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui avec du recul, c'était quasiment comme une secte. Où est-ce que là, je me défaisais de la secte, puis que je gagnais mon identité, puis que j'étais perçue comme une menace. Puis, un peu comme que tu as vécu, j'étais souvent la bouc émissaire. Fait que tout ce qui arrivait, c'était souvent moi qui étais blâmée pour un paquet de choses qui a comme pas rapport. Puis, je me souviens, entre autres, en 6e année, à un moment donné, j'allais pas bien dans mes études à l'école, puis ma prof, elle m'avait pris de côté, elle m'avait mis à part, puis là, elle essayait de comme me remettre de reste un peu, puis je partais à pleurer parce qu'elle montait le ton. Puis ça m'a comme fait déborder. Puis là, j'ai compté qu'est-ce qui se passait chez nous. Puis que souvent, tu sais, c'était souvent dans l'heure du souper où que ça dégénérait, puis que mon père il haussait le ton, puis que ça me, tu sais, comment dire, ben, c'était de la violence verbale, là. Puis dans le fond, elle, après ça, elle a appelé mes parents, puis elle leur a raconté qu'est-ce que j'avais dit. Puis là, ça a été la trahison. Fait que là, moi, aujourd'hui, juste de compter ça, là, j'ai des réactions de stress qui remontent de tout ce que j'ai vécu. Mais c'est ça, juste le fait d'avoir parlé à mon prof, ça l'avait mis en pleine face à mon père qu'il n'agissait pas comme il faut, parce que moindrement qu'elle a haussé le ton, ça me déclenchait, ça me faisait pleurer, puis je perdais mes moyens. Fait que, tu sais, la conversation avait drifté du fait que mon chien était mort à mon père rigole quand on est au souper pour des banalités, tu sais. Fait que ça a évolué comme ça, parce que là, c'est vraiment, on peut voir que la dynamique familiale a commencé à ternir puis à changer. Puis c'est là qu'après ça est arrivée une lettre, quand j'avais à peu près 13 ans, une lettre par la poste qui me disait que j'avais attrapé l'hépatite C d'une transfusion sanguine. J'ai été passer les tests, c'était positif. Fait que quand ça s'est su chez nous, il y avait déjà de l'anxiété, il y avait déjà de la colère, il y avait déjà de la difficulté à gérer les émotions négatives. Fait que quand c'est arrivé, ça a été comme une vraie bombe, où ce que là, chez nous, c'était rendu que je marchais sur des œufs constamment, que l'autre était trop stressé, il débordait facilement, ma mère, elle pleurait. Fait que c'est là qu'à un moment donné, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à prendre la drogue. Fait que ça s'est enchaîné comme ça. Ça a vraiment fait une escalade là, pour te montrer à quel point c'était rendu grave. À un moment donné, j'étais 14 ans.
Puis je coupais ma boulette au souper. Puis il s'est mis à gueuler puis à pitcher sa chaise là, comme un esti d'enragé, là, de perdu. Là. Puis j'étais sur ma chaise, là, j'étais comme « Quoi, tu niaises, là? » Puis j'ai compté ça le lendemain à mes amis à l'école. Puis c'est là que j'ai catché que c'était crissement pas normal. Puis que la situation était en train de vraiment, vraiment s'envenimer. Puis j'ai commencé à avoir peur pour ma personne à ce moment-là. Puis c'est ça, graduellement, à un moment donné, c'était plus rendu juste de la violence verbale. Là. Il m'a déjà empoigné par le collet, ouvert la porte, me pitché dehors sur un banc de neige. Il faisait attention pour ne pas laisser de marque physique, mais mentalement, c'était fou qu'est-ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, ben, j'en pouvais plus. Puis j'ai essayé de me suicider. En tout cas, essayer, c'est un grand mot. Là, j'étais en train de checker comment j'allais m'y prendre dans ma chambre. Ma mère est rentrée, elle pleurait, elle essayait de me parler. Puis lui, il est arrivé en arrière de moi, puis au lieu d'appeler l'ambulance comme un père de famille normal et sain d'esprit, ben, il a été violent. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, j'ai fait OK, là, je suis plus capable. Je me sentais vraiment plus en sécurité chez nous. Fait que peut-être une semaine après, c'est là que j'ai appelé la DPJ, puis je suis partie. Fait que j'ai appelé la DPJ, j'ai dit que j'avais des troubles de comportement. J'ai mis ça sur le dos de ma consommation de pot parce que là, avec ce que j'avais vécu en 6e année, je voulais pas les trahir. Je voulais pas encore être la méchante de l'histoire, tu sais. Fait que j'ai juste dit ça, puis je suis partie. Puis, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, aujourd'hui, comment que ça va avec tes parents? Tu disais, c'est ça, juste de parler de ça, pour toi, c'est difficile parce que ça ramène du stress aussi, tu sais. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui aussi, c'est pas toujours évident, tu sais, moi aussi, là, d'en parler avec mes parents, même avec le recul. Je me rends compte qu'avec ma mère, c'est un petit peu plus facile sur certains aspects. Mais je pense que ça prend beaucoup d'introspection pour être capable de faire ça aussi, là. Donc je sais pas pour toi. Ben, il y a une partie qu'elle accepte pas ma version des faits, puis qui est encore de son bord à lui. Puis dans toute cette histoire-là, avec l'histoire de la tentative de suicide, là, l'affaire que j'ai de la misère, puis je suis capable de le concevoir, je veux dire, c'est une femme, là, elle a 2 fois moins de force physique minimum que lui. Fait que je comprends qu'elle soit comme peut-être pas intervenue, mais en même temps, elle aussi, elle aurait pu l'appeler, l'ambulance, puis elle l'a pas fait, tu sais. Fait que c'est un peu, sans dire que c'est de la passivité, peut-être de la soumission, mais tu sais, il a fallu que ce soit moi qui fasse le move, tu sais. Fait que j'y en veux dans ce sens-là, puis j'y en veux de pas être capable d'accorder la crédibilité à ce que j'ai vécu, puis surtout de la crédibilité de... Parce que, tu sais, mon corps m'impose des limites, là. J'ai coupé les ponts avec mon père. Elle, je la vois de temps à autre, peut-être une fois ou deux par année, max, là. Mais, puis, il y a des choses dans nos conversations qui mènent souvent à se parler de ça sans que ce soit nécessairement moi qui l'amène. Puis c'est vraiment beaucoup dans la défensive, puis apprend les patterns de mon père, puis elle me les ramène, tu sais, parce qu'ils sont encore ensemble, là. Fait qu'il n'y a pas eu de coupure entre ces deux-là. Puis j'ai l'impression qu'ils ont une relation super fusionnelle. Fait que, étant donné qu'ils partagent leur quotidien, puis qu'ils sont tout le temps ensemble, puis tout, ben j'ai l'impression qu'elle a de la difficulté à se défaire de sa version des faits à lui, puis de ce qu'elle a vu. Parce qu'elle aussi, j'imagine qu'elle a vécu les traumas. Je la vois des fois, on se parle, puis elle dissocie là, quand on parle de ça. Là, ses yeux arrêtent de cligner. Et le lendemain, je demande si elle se rappelle de ce que j'ai dit, elle ne s'en rappelle plus. J'ai des soupçons que des fois, elle fait des états dissociatifs, fait que ça complique la relation, là. Fait que, ouais, c'est super difficile de se comprendre, là. En gros, là, moi et elle, là, même quand on essaie de passer du temps de qualité, du temps simple ensemble, juste ma personnalité la confronte. Tu sais. Moi, je suis introvertie, elle est extrovertie, fait que
c'est vraiment compliqué comme relation, là. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand tu vis beaucoup de stress en tant que parent aussi, des fois, tu gères mal ton stress, puis sans excuser les comportements, mais tu sais, ça peut permettre de mieux les comprendre. Des fois, ça peut expliquer un peu pourquoi ils ont pu, des fois, mal réagir dans des événements, mais ça peut pas l'excuser, tu sais. Ben, c'est ça. Puis il y a un truc qui m'achale encore aujourd'hui, c'est que par rapport à mes problèmes à moi, elle va chercher de l'aide tout le temps, l'aide pour ma fille. Mais par rapport à elle, puis lui, par rapport à lui, par rapport à ses troubles de gestion de colère, il n'y a pas personne là-dedans qui a été chercher de l'aide. Puis c'était mal fait. C'était vraiment mal fait parce que même quand j'ai su que j'avais l'hépatite, moi, j'avais le droit d'avoir de l'aide psychologique puis tout, mais c'était pas vu globalement. Genre, ils n'ont pas été chercher un filet social pour mes parents. Ils nous ont donné du cash, ils nous ont donné une psychologue pour moi, une fausse psychologue en passant qui se faisait passer pour une vraie. Fait que, tu sais, même si le système était pensé pour que j'aille de l'aide, ça a été difficile d'avoir de l'aide. Fait que mon moyen ultime pour essayer de sauver ma peau, c'était d'appeler la DPJ, là. Moi aussi, ça m'est arrivé dans mon parcours d'appeler moi-même la DPJ parce que je le voyais que ça s'en allait vers là. Puis j'ai dit, ben, avant que ce soit elle qui l'appelle, je vais le faire, tu sais. Mais nous, ça a souvent été des placements volontaires aussi parce que les deux, on était d'accord qu'on en avait besoin, qu'on voyait bien les deux que ça fonctionnait pas. Mais à l'époque, il n'allait pas systématiquement demander à la famille. Puis moi, j'ai une grande famille quand même élargie, autant du côté de mon père que de ma mère. J'étais surtout plus proche du côté de ma mère. Tu sais, c'est souvent mes grands-parents puis ma tante qui se sont occupés de moi, tu sais. Et puis, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ils m'ont jamais envoyé en placement chez eux? Puis, mon nez, je l'ai demandé à ma tante, pourquoi tu m'as jamais pris chez toi? Puis, elle m'a dit, parce que je voulais pas être en conflit avec ta mère, un conflit de loyauté ou, tu sais, de dire que c'est encore moi aussi le problème, tu sais, c'était moi qu'on devait réhabiliter. Donc, ça a été quand même difficile pour moi de sortir parce que j'avais une super bonne famille partout. Puis ma mère, puis moi, on était comme un peu les moutons noirs, tu sais, de la famille. Tu sais, ma mère, c'est la seule qui est comme pas mariée dans la famille. Donc, moi, je me suis toujours sentie vraiment comme le mouton noir aussi de la famille, tu sais. Donc, en même temps, on était super proches, là. On était une grosse famille. On se voyait à toutes les fêtes. Donc, ouais. Mais j'ai toujours trouvé ça très difficile, les dynamiques familiales aussi, là, autant de mon père, d'aller chez eux. Il y a toujours eu des femmes particulières dans sa vie aussi, là, comme un peu, je dis souvent en blague, un peu comme à la Disney, là, les méchantes belles-mères. C'est un peu ça pour moi, tu sais. La première, c'est ça, elle était plus violente. Elle a fait de la violence physique à mon père, mais aussi envers moi. Et puis, tu sais, après mon père, quand il s'est séparé, je m'en souviens, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais super heureuse. Puis c'est à ce moment-là que j'allais à l'église presque chaque jour pour prier que ça aille mieux. Puis mon père habitait à côté de l'église en plus, dans un appart, fait que c'était parfait. J'allais tout le temps là après l'école. Puis on écoutait des matchs de hockey collés ensemble. C'était super trippant jusqu'au jour où il s'est fait une nouvelle blonde, puis que là, tout a recommencé à chier, tu sais, que là, mon père avait plus de difficultés à gérer lui aussi son stress. Des fois, je pouvais avoir des mauvais comportements, tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui s'affirme. Fait que des fois, je pouvais tenir tête un peu à mon père, puis là, ben, ça emmenait des chicanes. Puis mon père, ben, il réagissait pas toujours bien. Puis à un moment donné, parce que mon père m'avait serré le bras et puis j'avais eu un gros bleu. Puis je me souviens, le terrain de jeu, il m'avait dit: «Ah», puis il m'avait posé des questions, puis il m'avait dit: «Si tu veux, on peut appeler la DPJ», tu sais? Puis là, moi, je savais pas c'était quoi. J'ai dit: «OK, tu sais, s'ils peuvent nous aider, pas de problème, on va les appeler».
Puis finalement, ils ont débarqué chez ma mère. Moi, j'en avais même pas parlé à ma mère, tu sais. Puis là, ils sont débarqués chez ma mère pour avoir ma version des faits, puis tout. Ma mère était super surprise. Elle comprenait pas qu'est-ce que la DPJ faisait là. Parce que j'en avais pas parlé de ce qui se passait chez mon père. Puis là, de son bord, la DPJ, je pense qu'ils sont allés aussi chez mon père. Mais en tout cas, sa blonde a décidé de dire à mon père, ben, tu veux choisir, ça va être moi ou ta fille. Puis moi, mon père, il a choisi sa blonde. Fait que j'ai perdu de vue mon père pendant plus que 4 ans de temps. C'est un peu plus tard, ça, 6-7 ans que je disais, c'était la première blonde, ça, quand mon père a eu sa tumeur au cerveau. La deuxième, c'était plus vers les 9-10 ans, là, un peu avant que je sois placée. Et puis là, ben, il a demandé, là, c'est ça, sa blonde, il a demandé de choisir. Puis je ne l'ai pas revu avant mes 14 ans. Et puis, je sais aussi que ma mère a fait des poursuites aux criminels contre lui parce qu'il s'était chicané, puis que supposément que mon père aurait fait des menaces de mort à ma mère. Ça a fini, c'est ça, au tribunal. Mon père a eu un dossier pour ça. Fait que, tu sais, il y a toujours eu des chicanes entre eux, puis l'utilisation de la justice aussi pour se faire comme violence mutuellement, moi, je trouve aussi. Ouais. J'ai toujours été, moi, mis en plein milieu de ces conflits-là, puis à devoir aussi choisir, parce que moi, je dis souvent qu'il y a eu des formes de tentatives un peu d'aliénation parentale, parce que des fois, mon père ou des fois, ma mère, ils disaient des choses qui n'étaient pas correctes, un envers l'autre, à moi. Puis moi, ben, j'essayais de tout le temps garder des nuances, puis garder l'esprit ouvert de dire ben, je me fais ma propre opinion, en fait. Je ne vais pas me laisser influencer, même si je sais que certains comportements n'ont pas été corrects. J'essayais de ne pas avoir de rancœur envers personne, puis de me dire, bon, on fait tous des erreurs, on réagit tous des fois différemment. Quand on est stressé, on ne réagit pas nécessairement bien. Fait que j'essayais de leur pardonner aussi en même temps, en ayant cette posture-là, tu sais. Puis, j'ai toujours gardé contact avec les 2. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon père, il me manque tout le temps, puis j'ai tout le temps le sentiment d'abandon aussi qui est présent, tu sais. Fait que ce qu'il faut dire que quand j'étais jeune, ma mère aussi m'a avoué qu'elle a passé proche de m'abandonner parce qu'à 2 reprises, une fois par avion, une fois par bateau, elle voulait partir à l'étranger. Un grand besoin d'exploration et d'exotique et de dépaysement. Donc, elle a toujours eu une attirance vers l'Afrique et les pays d'ailleurs. Et donc, elle s'était fait des amis à Montréal. Elle faisait des allers-retours Québec-Montréal souvent. Puis c'était ma tante qui s'occupait de moi. Puis pendant à peu près 1 an, là, je dirais que ma mère est comme partie sur une dérape. Là. Elle a comme fait une dépression. Puis moi, j'ai aucun souvenir de ça. Là. J'ai appris ça vraiment récemment, qu'elle s'est ouverte sur ça auprès de moi. Puis ma tante aussi, elle avait des souvenirs de ça. Mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de mes troubles d'attachement qui s'expliquent dans ces 0-5 ans-là, que j'ai pas trop de souvenirs, mais que maintenant, j'ai eu des réponses aussi. Fait que dans le fond, t'avais-tu l'impression qu'elle était là pour toi ou elle était vraiment, vous avez justement un style d'attachement difficile? Mais je dirais que ça a été difficile. Tu sais, ma mère, comme je disais, était célibataire, monoparentale, quand même à faible revenu. Elle travaillait dans un salon de coiffure. Elle travaillait les soirs, souvent, fait que c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Je dormais souvent là, mais je m'endormais là, mais ma mère venait me chercher pour me ramener à la maison. Puis je pense avec du recul que ça a aussi eu des répercussions sur mon sommeil. Euh, ben, pendant longtemps, j'ai comme aussi, je voulais pas dormir, je voulais pas me coucher. Je sais pas pourquoi, je lisais tout le temps. J'essayais de m'occuper. Je me souviens très bien d'avoir fait des nuits blanches aussi, d'essayer de me pousser au bout de mes limites. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que ben, quand tu es plus fatigué, tu es moins patient, puis tu pas des bons comportements. Fait que moi, il faut pas que je sois trop fatiguée parce que des fois, c'est ça, je peux avoir de la misère à gérer mon stress ou mes émotions, tu sais.
Fait que je te dirais que ma mère, tu sais, elle a quand même essayé de toujours faire de son mieux. Mais moi, de mon côté, j'ai toujours eu l'impression que, ben, elle s'est souvent respectée, je pense. Mais en même temps, moi, je me suis sentie délaissée face à ça, dans le sens que elle allait souvent à des soirées de danse. Elle me faisait garder pour aller danser, par exemple. Ce qui est correct, là, une fois de temps en temps. Mais je pense que je manquais de bons moments de qualité avec elle qui faisaient que quand elle partait comme ça me créait des manques. Ou encore que des fois, elle pouvait dépenser beaucoup d'argent au niveau de l'esthétique, tu sais, coiffure, maquillage, vêtements, des choses comme ça. Parce que ma mère, c'est une personne fière d'elle, qui aime ça, bien se présenter et tout. Puis moi, bien souvent, j'héritais des vêtements de mes cousines plus jeunes. J'avais des 3 cousines plus jeunes que moi, fait que j'héritais de leurs vêtements. J'avais comme des vêtements neufs juste euh, pour les photos scolaires, genre à la rentrée scolaire. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Je trouve que oui, elle a toujours été là pour moi à sa manière, euh, qui répondait peut-être pas entièrement à mes besoins, en fait. Si ça peut bien expliquer, tu sais. Mais je Ouais, pense que j'ai vraiment eu un manque aussi de mon père. Puis, ça a ben, dû. c'est sûr. Mais ce que ça me fait penser, c'est quelqu'un peut-être d'émotionnellement distante. Je ne sais pas si elle avait de la facilité à nouer des relations vraiment intimes avec les autres ou si elle était plus Oui, axée sur la superficie. non, pas du tout. C'est une super belle personne, super humaine, qui est très impliquée socialement. Elle s'implique là, encore aujourd'hui, tout le temps à l'église ou dans plein de projets. Tu sais, c'est une madame très impliquée. Puis elle a plein d'amis aussi, là, vraiment. Euh, mais je te dirais qu'elle a de la misère à gérer son stress, à gérer ses émotions. Elle travaille là-dessus. Là, maintenant, elle fait du neurofeedback, puis elle a rencontré des psys, puis elle travaille là-dessus maintenant. Puis c'est beau de l'avoir allé. Tu sais, je pense que c'était sa crise de la cinquantaine qui a fait ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'elle aurait eu besoin d'un peu plus d'aide à cette époque-là pour justement la soutenir, puis de trouver des stratégies aussi pour m'accompagner là-dedans. Elle s'est sentie vraiment laissée toute seule. C'est ce qu'elle dit, tu sais. C'est vraiment ses paroles, c'est que juste de savoir comment fonctionne la DPJ, de devoir t'absenter du travail à cause que l'école t'appelle pour des problèmes de comportement, d'aller rencontrer des travailleurs sociaux. Elle a eu beaucoup de pertes de salaire à cause des nombreuses rencontres. Fait que ça lui a créé encore plus de stress. Donc, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, comme elle dit, tu sais. Ah ben ça, c'est sûr. Tu sais, de mon bord, mes parents, ben, surtout ma mère, là, je pense qu'elle aussi, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Puis, dans le fond, c'est quoi les milieux que tu as faits quand tu as été placée? Oui, les milieux que j'ai faits, j'en ai fait vraiment beaucoup. Moi, je me suis construit, Vingtaine? c'est ça, j'ai fait 20 placements, puis 3 retours à la maison. J'ai fait un long parchemin. Mais au total, j'ai été placée 80 mois, de mars 2000 à novembre 2006. Puis au total, moi, j'ai fait 6 familles d'accueil, 3 retours à la maison, comme je disais, 6 foyers de groupe. Je suis allée 7 fois au centre de réadaptation, le centre jeunesse à Lévis. Puis j'ai fait aussi un centre de thérapie. J'étais allée dans plein d'écoles différentes parce qu'on me changeait tout le temps d'école aussi. Puis ça a été vraiment quelque chose. Avec du recul, je trouve que on a vraiment joué au ping-pong avec moi, tu sais, parce que j'en ai entendu d'autres histoires. Puis avec Edgep aussi, on a pu le voir. Tu sais, en moyenne, les jeunes vont vivre beaucoup d'instabilité de placement. Là. En moyenne, c'est 5-6. Mais moi, je trouve que j'en ai vraiment vécu beaucoup. Il y en a qui ont été plus positifs que d'autres. Tu sais. Il y en a que je dis que c'est des déplacements positifs, d'autres des déplacements négatifs.
Comme je dis souvent, quand on sort du centre jeunesse pour aller en famille d'accueil, ben, on vit ça de manière positive parce que l'encadrement, il est moins strict, puis on gagne de liberté. Puis à l'inverse, quand on sort d'une famille d'accueil pour t'envoyer au centre jeunesse, ben ça te coupe les jambes, tu sais. Mais toi, combien de places t'as faites au total? En fait, au début, j'ai été placée dans une unité d'engorgement. C'était au pavillon jeunesse. C'était vraiment comme une prison, là. C'était cinglé, là. Quand j'ai été placée là, on était peut-être une dizaine de filles, puis on passait nos grandes journées dans un petit local à checker la TV, puis à gosser, faire des dessins, n'importe quoi, faire de la lecture. Mais c'est ça, une unité d'engorgement, c'est qu'il n'y a pas de place nulle part, fait qu'ils te mettent là en attendant. Puis ça avait comme impact que si on n'agissait pas comme qu'eux autres, ils voulaient qu'on agisse, c'est-à-dire, mettons, garder le silence avant le souper, puis attendre qu'on nous dise d'aller dehors pour fumer la cigarette, pas qu'on le demande, ben on s'en allait direct en isolement. Puis si on faisait des niaiseries en isolement, ils nous gardaient encore plus longtemps. Fait que ça a été mon premier milieu. Ça a été vraiment chiant. J'ai passé à 2 doigts de m'en aller dans quelque chose d'encore plus hardcore parce que il y avait quelqu'un qui avait une aiguisoire, puis j'ai réussi à enlever la petite vis, puis la cacher dans mes bas, puis quand il y avait personne ou quand j'étais en isolement, ben je me faisais des marques pour me calmer, pour me distraire, pour puis là, ben, c'est ça. Il y a eu quelqu'un là-dedans dans le staff là, qui m'a vraiment dit il faut t'arrêter parce que prochaine étape, c'est que tu t'en vas en psychiatrie, puis après ça, tu ne ressortiras pas tout de suite. Là. Fait que j'ai arrêté ça. Puis après ça, c'est là que j'étais au Cadvan, qu'on a déjà parlé dans un épisode. Fait que ça, les Cadvan, grosso modo, c'est un centre d'accueil, mais c'est quand même assez relax. On est en pleine nature, puis c'est une grande place, c'est bien structuré. C'était pas. La routine, elle ressemblait déjà au genre de routine que j'avais chez mes parents. C'est juste qu'au moins, on avait de l'accompagnement d'intervenants, travailleurs sociaux, etc. Puis je m'entendais super bien avec les filles de la place. Fait que j'ai bien aimé ça. Je suis restée là à peu près un mois. J'ai passé un Noël là tout seul parce que j'avais été dans ma famille, puis j'avais pété une coche parce que j'étais sous antidépresseur. Puis sous antidépresseur, tu peux pas boire d'alcool, mais je ne le savais pas. Fait qu'ils m'ont donné un drink, puis après ça, j'ai pété les plombs parce que j'étais trop triste. Parce que quand tu bois, puis tu es sous antidépresseur, puis tu arrêtes trop vite, ton down, il est plus rushant. On ne savait pas à cette époque-là. Il n'y avait personne qui me disait qu'il ne fallait pas boire sous antidépresseur. Fait que c'est ça. Ils ont rappelé le centre d'accueil en plein milieu de la nuit pour m'envoyer là. Puis il y avait juste le concierge. Fait que j'ai passé mon Noël avec le concierge. Puis on regardait la TV. Puis c'était ça. Fait que c'était bien spécial ce Noël-là. En tout cas, j'ai passé Noël là. Puis après ça, ils m'ont envoyé dans un foyer de groupe où est-ce que je suis restée à peu près 1 an. Puis ça allait vraiment bien au foyer de groupe. J'avais plus de problèmes de comportement, j'avais arrêté de consommer. J'étais vraiment rendue bien, mentalement, physiquement. C'est mon 3e milieu. J'ai développé un sentiment d'appartenance vraiment fort avec les filles. On était toutes un peu bizarres, un peu fêlées, tu sais. Mais asti que c'était drôle. Vivre ensemble, là, les 12 ensemble, là, ça va tout le temps me manquer, ça. C'est un peu ce genre de feeling-là de deuil jamais vraiment réglé de ça, qui a fait en sorte justement que j'ai cherché les comités après comme EdGep pour essayer de retrouver cette vibe-là. Puis, c'est ça. Toi, as-tu connu ça un peu, ce genre de chimie-là avec les autres communautaires, avec la place? Pas tant que ça, non, je te dirais. J'ai tout le temps été un peu ambivalente, je pense, dans mes milieux de placement. Mais ça dépend où. Tu sais, comme mon premier placement, comme je disais, j'ai été là juste un mois et demi de temps dans une famille d'accueil. On était 12 enfants placés là. C'était un milieu qui était extraordinaire. Il y avait des tout petits comme il y avait des grands. Il y avait même une grand-mère qui était là. Moi, souvent, je m'occupais des plus petits. C'est plate parce que
moi, à mon époque, il y avait des familles d'accueil puis des familles d'accueil de réadaptation. Ça a été enlevé avec les réformes. Fait que cette famille d'accueil-là, c'était une famille d'accueil standard, comme on les appelle. Puis, ben, j'ai été renvoyée puisque je me suis chicanée avec le monsieur d'accueil pour une histoire. Je m'étais foulé la cheville en faisant de la trampoline, puis, il était pas, il pensait que je fakeais, fait que je me suis fâchée, fait qu'il a dit: «C'est terminé, tu sors de chez moi». Fait que j'étais vraiment triste parce que c'était vraiment un beau milieu. Puis encore aujourd'hui, là, ça m'est arrivé de leur réécrire, puis, ils sont encore, jusqu'à v'là pas longtemps, ils étaient, je pense, encore famille d'accueil même. Hem, puis bref, suite à ça, ils m'ont changé de famille d'accueil. J'ai été dans une famille d'accueil, là, de réadaptation. Puis les familles d'accueil de réadaptation, c'était parce qu'il y avait un des 2 parents qui avait une formation, que ce soit en éducation spécialisée ou autre. Puis ça donnait que la personne chez qui je vivais, le monsieur, en fait, était éducateur au centre jeunesse. Donc, moi, j'ai été placée là pendant 1 an, ouais, 1 an et demi, un petit peu moins. Puis là-bas, là, c'était vraiment la famille, tu sais, typique, avec la piscine, la grosse maison, le chien. Eux, il y avait 2 enfants à eux. Puis ils accueillaient 2 enfants en famille d'accueil. Donc moi, j'ai été la première enfant qui a été placée là. Puis après, ils ont reçu, des garçons aussi. Puis ils ont continué comme ça, là, vraiment pendant, une vingtaine d'années, là. Ils ont fermé récemment la famille d'accueil pour devenir une garderie. Puis je suis sortie de là parce que j'allais vraiment bien. Tu sais, moi, à chaque fois que j'allais en placement, je sortais chez ma mère à toutes les fins de semaine. Quand ma mère était disponible, généralement, elle était toujours disponible. Ça arrivait des fois qu'elle avait quelque chose ou que j'avais pas eu un bon comportement puis que là, je sortais pas, mais c'était quand même rare à ce temps-là. Fait que je suis retournée vivre chez ma mère parce que ça allait vraiment bien. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai travaillé sur moi. Ma mère, elle avait pas travaillé vraiment sur elle, mais surtout, on n'avait pas travaillé ensemble. Fait que ça a pas pris 10 mois que ça l'a repété. Puis là, ma mère, elle a appelé en urgence. Puis ils m'ont placée, en famille d'accueil d'urgence de 24 heures, à Saint-Rédempteur. Moi, je viens de Québec, ça arrive sud de Québec. Après ça, ils m'ont envoyée dans le centre jeunesse parce qu'il y avait nulle part où m'envoyer. Il y avait pas de famille d'accueil de disponible ou je sais comme pas trop la raison, là. Fait qu'ils m'ont envoyée au centre jeunesse. Puis j'ai été là pendant à peu près 1 mois de temps. Jusqu'à temps qu'ils me transfèrent, là, j'ai pris des notes, mais ma feuille est comme tout croche, puis pour de vrai, genre, j'ai pas mon On fait ce parcours qu'on du peut, Ben. tu sais, genre, j'ai encore de la misère à refaire mon parcours, tu sais. Mais, c'est ça, ils m'ont envoyée dans une autre famille d'accueil de réadaptation. À la base, je devais rester là 6 mois, mais c'est ça, je suis restée 1 mois, du 10 mai au 10 juin. Ouais. J'ai juste eu le temps de pouvoir passer le journal puis de ramasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil, qui m'ont renvoyée parce que j'avais genre, je pense que j'avais manqué mon autobus scolaire, puis j'avais pris mon bicycle pour aller à l'école. Puis là, il était écœuré que je manque mon autobus. Fait que pour me punir, il avait barré mon vélo à l'école, puis ils m'ont dit: «Tu retournes pas là, tu retournes au centre jeunesse». Puis j'étais comme: «Voyons donc, ça a pas de bon sens». Fait que finalement, j'ai été dans un hébergement jeunesse Sainte-Foy. C'était genre une auberge du cœur, je pense, une affaire de même. Mais ça a pas marché là non plus. J'ai comme été 2 semaines. Je suis rentrée en retard, après une soirée avec des amis. Fait que là, ils m'ont dit: «Ben, on va t'envoyer au centre jeunesse». Fait qu'ils m'ont envoyée pendant 6 mois, au centre jeunesse à Lévis. Des éducateurs qui avaient pas de formation universitaire. Il y en avait qui étaient vraiment extraordinaires, là. J'ai des méchants beaux souvenirs, là. On faisait des sorties ornithologiques, on allait dans des parcs, à Cap-Tourmente, on était allés à Chouette à voir des spectacles d'oiseaux. C'était super trippant, mais tu sais, on avait une discipline vraiment là, cadrée. On avait nos cigarettes, 8 cigarettes par jour, 10 minutes pour la douche, 10 minutes le téléphone. Tu as juste droit à 2 téléphones par semaine, sauf pour tes parents. Tu as le droit quand tu veux.
Fait que, tu sais, moi, j'étais chanceuse parce que mon intervenante était super bonne, était super à l'écoute, mais elle n'avait pas beaucoup d'expérience à ce temps-là. Puis j'y parle encore aujourd'hui. Puis elle m'a dit, avec du recul, il y a certaines choses qu'elle aurait faites différemment, surtout auprès de ma mère. Le travail auprès des parents aussi, ça aurait été différent. Tu sais. Mais bon, à l'unité 3, comme je te disais, c'était bien cadré. Fait que j'ai travaillé sur un méchant temps sur moi. Puis ils m'ont retourné chez ma mère. Mais là, ça n'a pas duré là, longtemps, là, encore 6 mois. Puis ma mère m'a ressorti de chez nous. Euh, Puis là, ben, ils m'ont envoyé directement à l'unité 3 encore au centre jeunesse. Puis là, ben, j'étais vraiment en grosse réaction. Là. J'étais genre au début secondaire, milieu du secondaire 2, secondaire 3. En tout cas, j'ai fait une fugue. J'étais vraiment fâchée. J'avais comme 14-15 ans à cette époque-là. J'ai fugué. Finalement, la police m'a ramassée le lendemain matin dans un dépanneur parce que j'avais été dormir. Genre, ça avait vraiment pas été prudent de ma part, là, genre vraiment naïve. J'étais en pantoufle en Fentex en passant dans la rue. Puis là, genre, je cherchais une cigarette. J'avais demandé à un monsieur, genre, je peux-tu vous prendre une cigarette? Puis là, il m'avait invité à coucher chez eux. Puis lui, il était là avec sa femme. Tu sais, c'était genre un monsieur d'à peu près 50 ans. Tu sais, moi, je voyais mon oncle, là, tu sais. Puis là, moi, j'étais là sur leur divan. Eux autres, ils étaient dans leur chambre, tu sais, couchés. Puis là, moi, je dormais pas à moitié, là, tu sais, d'un œil ouvert. Puis ils m'avaient même proposé du pot, puis je fumais à cette époque-là, là, mais je leur avais dit non. Mais je doute que c'est eux qui ont appelé la police le lendemain matin pour me ramasser, tu sais. Je ne saurais jamais. Mais tout ça pour dire que là, une fois que la police m'a retrouvée, ben, c'est sûr que là, je suis restée au centre jeunesse. Après ça, ils m'ont transférée dans un foyer de groupe. Là, ça allait mieux. Ils m'ont retournée chez ma mère. Puis là, ça a commencé à disjoncter. Mon père, il est revenu dans le décor aussi à cette époque-là. Là, j'étais dans un mode plus gothique aussi. J'avais les cheveux noirs. Là, j'étais plus dans l'anarchie. Puis là, dans la crise identitaire, plus rébellion un peu. Puis je me cherche, puis tout. Fait que j'avais appelé à d'auberges à Saint-Jean-Chrysostome, les auberges du cœur encore. Puis là, j'avais demandé un placement volontaire. Ça a duré 10 jours, mais ils m'ont expulsée parce que je pense que j'avais comme fumé du pot au parc, puis ils m'avaient pogné. Fait que là, ils m'ont envoyé encore une fois au centre jeunesse pour, en attendant de trouver une famille d'accueil qui m'avait dit. Puis là, ben, après ça, ils m'ont transféré dans un foyer de groupe. C'est un foyer de groupe qui était mix aussi à cette époque-là. Fait qu'on était des gars puis des filles. Puis après ça, ben, ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Puis à cette famille d'accueil-là, c'était une madame qui était toute seule. On en a déjà parlé dans une autre de nos épisodes. On a eu une autre jeune qui a été placée chez elle, mais c'était une dame, c'est ça, qui était toute seule avec son chien. Elle s'occupait d'une cabane à sucre. J'étais plus un peu en mode autonomie. Là, on travaillait mon autonomie, on travaillait à possiblement justement un départ en appartement. Puis j'avais juste 15-16 ans, mais déjà, on travaillait là-dessus. On commençait mon trousseau aussi. Fait que moi, la chambre chez ma mère, là, pendant 1 an et demi de temps, c'était mon entrepôt. J'avais mon divan-lit qui était l'ancien divan à ma mère. Puis à côté, ben, j'avais juste mes boîtes qui s'empilaient. Puis c'était tous mes trousseaux parce que j'achetais tout à rabais, ce que je trouvais. Je faisais le tour des maisons de l'unité, exemple, où j'habitais. Puis j'étais comme, OK, il faut que j'achète une pinte de lait pour les poches de lait. Il faut que j'achète un truc, une brosse à toilette. Fait que, tu sais, je faisais ma liste de même en checkant qu'est-ce qu'il y avait dans la maison. Puis là, ben, quand je travaillais, moi, depuis que j'ai l'âge de 12 ans que je travaille, fait que j'allais m'acheter mes affaires. Fait que comme ça s'est fait en douceur. Mais à un moment donné, ma famille d'accueil, il s'est passé quelque chose, elle m'a expulsée, j'ai retourné au foyer de groupe, ils m'ont transférée dans une ressource qu'on appelait les RRC à l'époque.
Puis là, après, c'est là que j'ai dit, OK, c'est assez, là, j'en peux plus, là, tu sais. Juste là, je suis débordée, puis je suis essoufflée à tout vous raconter ça, puis je suis sûre que vous avez déjà oublié le début, là, tu sais. Fait que j'ai dit, là, c'est assez. Moi, je dis non. Fait que là, mon dossier a commencé à être judiciarisé. Fait que là, moi, je comprenais pas c'était quoi, tu sais, quand tu dis non à un placement, tout ce que ça implique. Fait que là, j'ai commencé à être judiciarisée. Fait que là, au début, c'était juste un 24 heures. Fait que là, on va au tribunal pour un 24 heures. Après ça, on y va pour un 5 jours ouvrable. Après ça, on y va pour 1 mois en évaluation. Fait que, tu sais, ça a toujours, à chaque étape, il fallait retourner devant les tribunaux. Puis moi, ben, les tribunaux, ça a vraiment été pour moi une mauvaise expérience, là, où j'ai pas senti du tout qu'on. Bref, ça changeait rien que je signe volontaire ou tribunaux. Pour moi, on n'écoutait pas plus mon point de vue, là. Fait que finalement, on a décidé de me retourner dans ma famille d'accueil. Ma famille d'accueil a décidé de me reprendre. Puis, j'étais en train de terminer mon école aux adultes aussi, le secondaire 5. Et là, ça allait vraiment bien. Je travaillais, puis je finissais mon école aux adultes. Mais là, je loafais des cours pour aller fumer du pot parce que j'étais en avance. Tu sais, ça allait super bien dans mes cours, dans mes modules. J'étais en avance. Fait que là, j'allais fumer du pot avec mes amis. Puis là, ben, à un moment donné, l'école a appelé parce qu'ils ont fait, ben là, tu sais, elle veut-tu vraiment continuer? Es-tu sérieuse? Même si j'avais pas de difficultés, mais j'avais des absences. Fait que là, ben, ma famille d'accueil, ils ont dit, ben, ça marche pas. Fait que j'avais aussi des problèmes de comportement, là, genre, je sacrais, puis je m'exprimais pas tout le temps bien. J'avais besoin de liberté, puis je me sentais contrôlée, tu sais. Fait que là, ils m'ont retournée au centre jeunesse. Puis là, à cette époque-là, vraiment, quand ils m'ont envoyée là, j'avais 16 ans. C'était comme la fin du monde. Pour moi, là, c'était juste avant Noël en plus, là, genre le 12 décembre. Ça a été super dur. J'ai fugué, j'étais allée chez mon copain avec qui j'étais fiancée à cette époque-là. Puis j'ai fait une fraude au guichet. J'ai fait une enveloppe vide au guichet. À ne jamais faire, c'est pas bien de faire ça. J'avais sorti de l'argent dans l'idée de prendre le train puis de me pousser à Montréal. Mais la police m'a ramassée le lendemain matin, fait que j'ai pas pu partir. Ils m'ont ramenée à l'unité 3, puis ce qui est fou, c'est que moi, j'avais essayé de sortir avec des draps. Tu sais, comme une Indiana Jones, là, genre j'avais attaché des draps ensemble. Puis j'avais lancé ça par ma fenêtre. Puis j'avais essayé de descendre. Ben, j'avais descendu comme ça, tu sais, par ma fenêtre pour être plus sécuritaire, tu sais, pour pas me faire mal. Parce que c'est au 2e étage. Puis je voulais pas. La première fois que j'avais fugué, ça avait bien été parce que j'étais sur l'autre versant de l'unité. Puis il y avait comme un petit bord en métal. Fait que j'avais pu descendre à moitié puis sauter le reste. Mais là, j'étais du bord tout en briques. Fait que là, j'avais attaché ça, puis tu sais, nos meubles sont tous vissés partout. Fait que j'avais attaché ça à mon bureau, puis j'avais sorti. Puis au tribunal, quand on a passé au tribunal, ils ont fait passer ça pour tentative de suicide, que j'étais dangereuse pour moi-même, puis tout. Fait que quand ils m'ont retrouvée, ils m'ont remis à l'unité dans la chambre, vraiment prévue, là, anti-suicide, alors que j'avais aucunement pas l'intention de me faire mal, là. J'avais même pris la peine de les attacher pour pas me faire mal. Mais cette chambre-là, elle avait déjà été utilisée par une autre jeune qui avait, dans le passé, fait une tentative de suicide en pleine nuit, qui était ma voisine de chambre, puis ça m'avait vraiment traumatisée. Comme à 2 heures du matin, elle était sortie en ambulance. Fait que de me retrouver dans cette chambre-là, ça a comme été un trauma là, pour moi. Genre, j'étais vraiment pas bien, je filais pas bien, je voulais pas être là, j'avais pas de raison d'être là. Puis j'avais comme une mémoire de cette chambre-là que je voulais pas avoir, tu sais. Fait que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment tranquille. C'était à ce moment-là qu'il y a comme eu un déclic qui s'est fait. J'ai dit, OK, là, je t'ai écœurée. Genre, qu'est-ce que je dois faire pour, pour comme gagner, tu sais, le jeu. Et j'ai dit, ben, je vais jouer leur carte. Puis ce qu'ils me reprochaient, c'était de fumer du pot, dans le fond.
Puis là, c'était à ce moment-là aussi que les tribunaux avaient décidé de me placer à majorité, juste avant Noël, tu sais. Fait que c'était comme la fin du monde pour moi, là. J'avais même appelé mon père en panique en lui disant: «Voyons, pourquoi tu fais rien, papa? Ça a pas d'allure», puis tout. Puis ça avait rien donné, fait que finalement, j'avais demandé d'aller en thérapie. J'étais allée en thérapie à Lanoraie, au pavillon du Nouveau Point de Vue, une thérapie axée sur le sport, l'aventure et le plein air. Je me suis là, épanouie dans cet endroit-là. Je me suis découvert, j'ai pu faire des activités que j'aimais, que j'ai toujours aimé là. Quand j'étais jeune, je faisais de l'escalade, tu sais, faire des trucs, extrêmes qui donnent de l'adrénaline, puis qui te sent vivante, tu sais. J'étais bien, puis c'était ça que j'avais de besoin. Puis, j'ai complètement arrêté de consommer pendant 2 ans. Je suis retournée à l'unité. Là, ça allait super bien. Je suis même pas restée une semaine. Ils m'ont tout de suite transférée dans un foyer de groupe. Puis après ça, ben là, j'étais dans un foyer de groupe vraiment axé plus sur mon autonomie, sur, l'appartement. Fait que j'ai commencé mon DEP aussi en électromécanique. J'ai trouvé mon appart. À 17 ans et 3/4, je passais au tribunal, puis j'avais, l'autorisation de partir en appart, en novembre, là, je partais en appartement, puis moi, je fête, ma fête au mois d'avril. Puis je suis tombée enceinte, au mois de février, dans le fond, ça a pas été long. Une fois que j'étais en appart, là, mon copain est venu comme non officiellement vivre avec moi parce que ma mère, elle voulait que je parte en appart seulement si j'allais vivre tout seul, mais mon copain, il habitait genre à côté, fait qu'il était tout le temps chez nous. Puis moi, j'avais vraiment un désir ardent d'avoir un enfant parce que j'avais beaucoup d'amour à donner, pour ne pas chanter la chanson. Puis, ben, c'est ça, j'ai décidé de tomber, enceinte. C'était vraiment planifié. Puis, j'ai eu ma fille au mois d'août. J'avais 18 ans et 4 mois. Fait que c'est pas mal ça. Ça ressemblait à ça. Ouais, pas mal une grosse histoire, hein, mais c'est ça Fait que mon dans le histoire. fond, ta transition à la vie adulte, tu as été capable un peu à défaut de t'être senti piégé par le système, tu as été capable de OK, c'est ça qu'ils veulent, je vais aller dans leur sens, là, puis à un moment donné, ça va déboucher à de quoi d'intéressant. Fait que c'est Ouais. un peu ça qui est Ouais, ressorti puis de. je te dirais que, tu sais, j'ai joué les cartes, mais en même temps, j'étais comme bien dans cette décision-là aussi, tu sais. J'ai fait des groupes de meetings de ENA, les narcotiques anonymes, puis tu sais, c'est là que j'ai rencontré des gens extraordinaires aussi, tu sais, qui m'ont fait grandir aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Quand j'étais allée en thérapie, de voir aussi la souffrance des autres, tu sais, de voir ce que les autres ont vécu, qu'on a pu en parler parce que, genre, j'ai été placée, tu sais, puis on n'en parlait pas entre nous. Pourquoi tu es placée? On n'avait pas le droit d'en parler du tout, du tout. Hem, on nous demandait de tout le temps garder ça confidentiel, puis, quand je suis arrivée en thérapie, ben, c'est là que j'ai pu entendre l'histoire de d'autres jeunes. Puis, tu sais, là, j'ai entendu des histoires de jeunes de 14 ans. Moi, j'avais 16 ans et demi quand j'étais allée en thérapie. Tu sais, des jeunes de 14 ans qui viennent de Montréal, qui étaient là. Moi, j'ai été pris dans des gangs de rue, puis, tu sais, j'étais dans coke. C'était vraiment hardcore, mais de voir la souffrance des autres, ça m'a comme un peu consolée en même temps en me disant, mais tu sais, tu es capable de passer au travers parce que, tu sais, il y en a qui vivent pas mal plus de merde que toi. Puis en même temps, ben, c'est ça, ça m'a rendu encore j'ai toujours été sensible aux autres, mais ça m'a encore plus rendue sensible, à ça aussi. Ouais. Mais c'est ça, ma transition à vie adulte, ça a bien été, je pense, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de travaillant, je l'ai planifié d'avance, je pense que j'ai eu des bonnes bases aussi, tu sais, j'ai quand même ma famille élargie, comme je disais, qui ont été des modèles quand même, veux pas, fait que je pense que tout ça, ça a comme été des guides qui ont aussi, orienté mon cheminement, qui m'ont un peu guidée aussi là-dedans, tu sais, l'entraide, la solidarité, l'empathie, c'est toutes des choses que j'ai développées, beaucoup aussi, fait que, ouais. Toi, comment ça s'est passé pour toi, ta transition à vie adulte?
Moi, tu vois, pour reprendre l'histoire un peu où ce que j'en étais tantôt, j'ai été 1 an en foyer de groupe. Ça allait super bien. J'avais arrêté de fumer. Fait que souvent, comme tu l'as expliqué un peu précédemment, quand on arrête de fumer, il y a bien des affaires qui se placent. Puis c'était extrêmement le cas pour moi. J'ai l'impression que, toi, je ne sais pas si ça faisait ça quand tu fumais, là, mais des fois, quand je fumais, je devenais vraiment parano. J'hallucinais un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Puis, sans avoir nécessairement une méga schizophrénie, j'ai peut-être une petite sensibilité par rapport à ça. Fait que quand j'ai arrêté de fumer du pot, il y a vraiment bien des affaires qui se sont placées. Puis là, évidemment, la fête de placement, retour dans la famille. J'ai vécu la même affaire que toi, mais il s'est passé quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que, dans le fond, à un moment donné, mon père me menaçait qu'il allait crisser son camp parce que, c'est ça, les vieux patterns, ils revenaient, là. Puis, il piquait des colères pour des niaiseries. Puis, j'ai fait « Ah ouais, t'auras pas besoin de t'en aller, c'est moi qui s'en va. » Je me suis comme écœurée. J'ai fait peut-être 6 mois. Puis après ça, moi, par exemple, je suis partie, là, un éclair qui m'a passé dans la tête. J'ai décidé qu'en dans 2 semaines, je rappelais des amis à Repentigny, puis je sacrais mon camp. Puis, dans le fond, c'est quasiment comme une fugue, mais ça n'a pas été signalé à la DPJ. Ma mère est restée passive là-dedans. Tu sais, quand je suis partie, elle pleurait, elle était sa connaissance, puis tout, mais encore comme qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas appelé l'ATS, elle n'a pas parlé, elle n'a pas été chercher de l'aide. Fait que moi, je suis juste partie sur une fly. J'ai commencé à me magasiner un chum sur Internet, si je peux dire ça comme ça, dans le temps que c'était doyoulookgood.com. Fait que là, un moment donné, il y avait un gars qui m'invite à aller faire le party chez eux. Il habite en face d'un cimetière. J'étais comme, OK, white shit. Fait que là, j'ai recommencé à boire, j'ai commencé à fumer un peu. Puis, ça avait l'air d'un gars correct, mais rapidement, tu sais, moi, je me cherchais une maison, là, fait que c'est la grosse déclaration, là, je t'aime, puis là, une autre déclaration qui est venue avec, c'est j'ai l'hépatite C, puis il faut que je fasse mon traitement, il faut que j'aille un toit sur la tête. Fait que là, je l'ai comme un petit peu mis au pied du mur, je l'ai supplié, puis j'ai demandé si je pouvais rester chez eux. Fait que dans le fond, j'ai commencé à vivre avec lui pendant, ça a duré peut-être à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Puis, dans le fond, ça a pris peut-être 3 mois avant que je commence vraiment mon traitement pour mon hépatite. Puis, un peu comme toi, tu t'es senti piégée dans ton placement. Moi, je me suis sentie piégée après le placement. Enfin, je me suis auto-piégée. Puis c'est vraiment, là, je me suis vraiment auto-piégée. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu mieux arranger mes choses, mais les adolescents étant ce qu'ils sont, euh, un coup, j'ai commencé le traitement de l'hépatite, j'ai commencé à perdre des cheveux. J'ai perdu 20 livres. Puis 20 livres de ce que j'ai l'air là. J'en ai pas à perdre. Fait que j'étais vraiment rendue squelettique. J'avais l'air d'une junkie. Puis quand j'allais passer mes entrevues pour avoir des jobs, évidemment, ça fonctionnait pas. Fait que c'est là que j'ai comme réalisé que lui, il changeait. Il s'en venait, comment dire, contrôlant. Sans dire que c'est de la jalousie à l'extrême, je pouvais dire que ça faisait son affaire pour lui que je reste chez nous, clouée au lit à cause de la maladie. Puis c'est ça. Je voyais que lui, ça commençait à changer de son bord par rapport à ses comportements, à sa manière de penser. Puis là, c'est ça. Là, moi, je veux pas quand tu te sens piégé à un moment donné d'une situation, là, c'est un petit peu normal que tu pètes les plombs. Là. Puis pendant le temps que j'ai fait mon traitement, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'avais pas le choix. Puis même si tout ça m'aidait à me stabiliser mentalement, à un moment donné, c'est là que le stress post-traumatique est vraiment comme, je crois que ça s'est vraiment comme manifesté plus dans ces périodes-là où il y a eu une mini-escalade de violence, dans le sens que c'était même pas comparable à ce que j'ai vécu avec ma famille, mais c'était quand même de la violence conjugale, une forme de violence conjugale qui était plus, peut-être plus psychologique.
Puis, à un moment donné, c'est ça, là, j'ai toffé tout le temps du traitement. Puis, j'étais accompagnée par les professionnels de la santé pour suivre l'évolution de la maladie puis du traitement, mais j'avais pas de travailleur social, j'avais un psychologue qui, qui m'a jamais aidée par rapport à ça. Puis, tu sais, je parlais de ce que je vivais. Je parlais que des fois, je réagissais trop fort pour qu'est-ce qui se passait dans la maison. Tu sais, je me souviens, j'ai déjà pitché un téléphone sur le genou, puis j'ai failli casser le genou, là. J'avais des réactions violentes, puis j'étais comme... J'ai pas été guidée là-dedans, j'ai pas été aidée. Fait que ça m'a pris au moins 6 mois pour découvrir les auberges du cœur. Fait que, tu sais, là, je voyais que la fin du traitement arrivait. Fait que c'est là que j'ai fait la transition tranquillement, pas vite, à l'auberge du cœur parce que là, je le voyais que ça marchait pas tout avec lui. Puis là, tu étais rendue à quel âge? Là, j'ai fait mon traitement, j'avais 17 ans, j'avais à peu près 18. J'étais arrivée aux auberges du cœur, j'en avais 18, ouais. Fait que je restais dans les auberges du cœur pendant à peu près 2 ans. Puis ça a bien été au début. Puis là, ben là, je voyais que le monde fumait dans les appartements supervisés, puis ils se faisaient pas prendre. Fait que j'ai fait la gaffe. Puis j'ai été longtemps sans me faire pogner. Puis à un moment donné, ben, comme je l'ai déjà compté dans un épisode, j'ai fumé dans la salle de bain. Il y avait une fenêtre qui était ouverte, la fumée sortait de la fenêtre. Il y avait un intervenant dehors qui a vu la fumée, puis il pensait que l'appartement était en feu. Fait qu'il est monté chez nous en courant dans mon appartement supervisé. Puis quand il a vu que je fumais du pot, ben, il m'a mis à la porte. Fait que c'est un peu comme ça que la transition à la vie adulte a comme piqué du nez solide. Fait que là, après ça, ben, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais à Montréal. Fait que là, tu sais, appelle un ami, va coucher chez un tel. Rencontre un autre ami, va coucher chez un tel. Couchais sur les divans de mes amis, des fois dans les lits. C'était comme Puis, en itinérance cachée, comme on ouais, dit, du c'est ça. couchsurfing. Puis, C'est ça. Puis, tu sais, même la relation de couple que j'avais avant, c'était ça aussi, là, parce que, tu sais, je veux dire, on s'aimait pas. C'était une relation où est-ce que je faisais semblant de l'aimer, tu sais, que même à un moment donné, il m'avait demandé de le fiancer, puis j'étais partie à pleurer. Puis il a dit, pourquoi tu pleures? J'ai inventé une bullshit, puis j'ai dit, parce que je t'aime. Dans le fond, j'ai laissé ça pour mourir, puis me le tuer. En tout cas. Ouais, itinérance cachée, là, c'était clair dans ces 6 mois-là que ça en était. Mais ça en a été aussi dans la relation de couple que j'ai eue pendant les 2 années, 1 an et demi, 2 ans de traitement pour mon hépatite, qui a fonctionné. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plongé dans l'alcool tête première. Fait que j'ai englouti des pichets. Juste la fin de semaine. Hein? Fait que comme ça, on n'est pas alcoolique. Hein? Si on boit juste la fin de semaine, comme ça, on n'est pas alcoolique. Mais j'en ai vu en calice. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, là, c'est sûr que la santé est impactée. Là. Même si j'avais plus l'hépatite, j'ai toujours eu un état de santé fragile. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai fait comme OK, il faut que je change de milieu. Là. Montréal, là, ça marche plus. Fait que c'est là que j'ai fait des démarches pour m'en aller à Sherbrooke. Fait que là, je suis restée dans c'est comme une auberge du cœur, mais dans le fond, qu'eux autres, ils tolèrent la consommation. Tu peux boire la bière, tu peux fumer du pot, il n'y a pas de problème. Fait que je suis restée là pendant 2 ans, puis après ça, graduellement, j'ai fait un retour aux études. Mais ouais, ma transition à la vie adulte, ça a été pas mal rushant. Ça a été. Ouais. c'est quoi les valeurs, toi, qui t'ont guidée dans tout ton parcours? Les valeurs qui m'ont guidée, ben, la première, évidemment, c'est le courage. Puis pour moi, le courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est de la chienne, OK, tu l'acceptes, tu donnes un temps pour la vivre, là, puis après ça, tu te fais un plan d'action. Puis tu fais qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais. Fait que ça, c'était la première, parce qu'il y a eu bien des moments où j'ai eu bien peur, puis que j'aurais pu juste staller. Puis que j'ai décidé de quand même essayer d'aller chercher de l'aide à gauche, à droite ou changer des choses, des habitudes de vie que j'avais. La deuxième, bon, je vais essayer de l'expliquer à ma manière. Ça s'appelle le Wu Wei. C'est un concept chinois qui vient du taoïsme, qui, dans le fond,
c'est agir sans trop d'efforts, puis sans trop forcer les choses. Dans le fond, c'est comme si tu bâtis des plans d'action, puis tu attends qu'ils s'alignent ou tu modifies un peu, mais sans trop forcer. C'est vraiment difficile à décrire Un comme peu comme concept. l'approche des petits pas qu'on pourrait dire. Ça m'en fait partie, mais tu sais, mettons, là, des fois aussi, ça m'est arrivé de vouloir faire quelque chose, puis là, ça marche pas. Mais là, je le mets sur le back burner. Ça peut rester sur le back burner longtemps, mais vraiment longtemps. Puis à un moment donné, il va arriver, je vais voir, je vais tout le temps essayer de tâter le pouls là, de la société, puis de comment le système marche. Puis là, OK, là, ça marche. Pareil. Mon traitement de l'hépatite, c'est le parfait exemple de ça. OK? Mettons, moi, il faisait des analyses pour voir si mon foie, parce qu'il fallait que tu suives le traitement quand ton foie est quand même assez magané. Si tu suis le traitement et que ton foie n'est pas assez magané, ça se peut que tu passes pas au travail. Ben, pas que tu passes pas au travail, mais que le traitement échoue. Fait que faut que tu sois timé. Fait que c'est d'avoir le sens du timing, puis c'est ça. C'est agir sans trop avoir d'efforts. Tu sais, à un moment donné, tu fais de quoi, puis tu vois que ça rush trop, puis c'est trop rigide, c'est trop difficile. Ben, je prends ce relax, j'attends, puis j'essaie de travailler d'autres choses qui vont flexibiliser la patente, puis à un moment donné, je fonce. En tout cas, j'essaie de l'expliquer, là, mais c'est ça. Faire preuve de flexibilité, de créativité, de laisser aller les choses aussi, tu sais, de laisser les choses couler aussi. Il y en a qui disent de lâcher prise, mais on m'a déjà dit que c'était pas bon de parler de lâcher prise parce que ça sous-entend qu'on a prise sur quelque chose, que c'était mieux de laisser aller ou laisser couler. Donc, j'aimais bien la nuance. Ouais, aller dans le sens du courant. C'est vraiment le oui, tu sais, il y en a qui disent que c'est les poissons morts qui se laissent aller dans le courant, mais pas nécessairement. Mais j'aime bien, moi, par exemple, des fois, le saumon qui va à contre-courant, moi, ça me ressemble un peu aussi, tu sais, mais je comprends quand même où ce qu'on s'en va. Ben c'est ça, je pense, c'est de choisir ses combats, puis que des fois, oui, tu vas avoir des ruisseaux qu'il faut que tu ailles à contre-courant, mais il ne faut pas que tu restes à contre-courant trop longtemps. Exact. Il faut que l'énergie que tu déploies en vale la peine aussi. C'est un calcul de coût-bénéfice, tu sais. Exactement. Puis la dernière valeur qui m'a tenue tout le long, autant pour le podcast que pour ma vie en général, c'est une phrase qui est dans le serment d'Hippocrate que les médecins utilisent, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Que ce soit autant à moi-même qu'aux autres. Là, c'est sûr, là, dans ce que je vous ai conté, là, il y a eu une phase où je me suis nuit énormément et que j'ai nuit aux autres. Mais dans le courant de mon rétablissement, à un moment donné, il y a eu un shift qui s'est fait, puis à partir de ce moment-là, justement, c'était ne pas nuire à moi, aux autres, qui m'orientait dans mes choix, puis dans c'est ça, là, dans mes plans d'action. Fait que c'est mes 3 valeurs. Et toi? Ben, je l'ai dit un peu tantôt, là, ouais, c'est ça. L'entraide, la solidarité, que j'ai l'empathie que j'essaie de développer tout le temps aussi. Je pense aussi vraiment à la persévérance. Je pense que c'est quelque chose qui m'a guidée tout le long d'être persévérante, puis de croire en soi. Oui. Garder l'espoir. C'est vraiment ça. Puis, si tu avais 3 souhaits à réaliser? Mais là, si moi, j'avais 3 souhaits à faire, je pense que le premier, ça va aller avec mon projet de maîtrise. C'est sûr que j'aimerais ça, créer une association d'entraide, développer de la paire aidante à la grandeur du Québec, de vraiment créer un sentiment d'appartenance, un endroit, une communauté, en fait, où ce que les jeunes puissent se rencontrer, les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de riche dans ces échanges-là intergénérationnels. On l'a souvent vu quand on discute avec les autres, même si nous, ça fait 10-15 ans qu'on est sortis, on parle avec ceux qui viennent de sortir, puis il y a plein de similitudes. Puis on a eu un épisode avec quelqu'un qui avait aussi plus d'expérience encore que nous, puis il y avait toujours des similitudes. Fait que je pense que c'est vraiment ça que je souhaiterais. Sinon, je pense à mes enfants, mais à tous les enfants du monde.
qu'ils puissent grandir dans la joie et le bonheur. Troisième souhait, ben, ce serait vraiment que la culture de la DPJ change, qu'on puisse plus faire de prévention, qu'on puisse offrir plus de soutien aux parents, qu'il y ait moins de jeunes qui sont placés, qu'il y ait moins de jeunes qui vivent des traumatismes, mais que ceux qui en vivent reçoivent l'aide qu'ils ont besoin. Donc, ouais, je pense que ce serait ça. Puis toi? Ben, premièrement, moi, si j'arrêterais de me vomir des poumons, ce serait déjà pas pire. Puis, ben, sinon, c'est sûr que de ce que j'ai parlé tantôt par rapport à ma mère, si elle montrerait un peu plus d'ouverture, de flexibilité, puis de compréhension, puis d'acceptation, ben, ce serait pas mal mon deuxième souhait. Puis, mon troisième souhait est quand même un peu particulier. C'est que moi, je bénéficie de bourses à l'aide financière aux études à cause que je suis considérée comme ayant un handicap sévère à cause de toute la tuyauterie qui va pas bien, là. Puis, dans le fond, justement, à force de parler avec des jeunes de la DPJ, je constate qu'eux autres aussi, ils sont maganés, là. Puis, eux autres aussi, ils devraient bénéficier de ces bourses-là pour les études au cégep puis à l'université. Au moins, leur donner ça de plus dans la vie. Je veux dire, si nous autres, les personnes qui ont des handicaps et des maladies sévères, on a droit à ça, pourquoi qu'eux autres, ils n'auraient pas le droit? T'sais? Fait que moi, c'est un peu ça mon troisième souhait. En tout cas, le gouvernement nous dit qu'on a une bonification, là, mais moi, je la cherche encore, ma bonification. Je trouve pas qu'elle est fort trop. En tout cas, Une bonification de des prêt ou prêts de et bourse? bourses, des prêts et bourses, parce qu'en fait, Ouais. c'est ça, moi, quand j'ai été placée, j'étais ces prêts et bourses, là, après quand j'ai continué les études. Puis il y a comme eu une case là, qui expliquait que j'étais pas à la charge de mes parents, donc qu'il n'y avait pas le calcul de leurs revenus qui était pris en compte. Puis de toute façon, mes parents, ils n'en ont pas vraiment de revenus, là. Ma mère, aujourd'hui, a un peu plus, puis je suis bien contente pour elle. Mais c'est ça, on a toujours été sous le seuil de la pauvreté, je te dirais. Donc, moi, pour de vrai, je comprends pas, encore une fois, le gouvernement qui nous dit, encore aujourd'hui, quand on leur demande de bonifier les bourses d'études pour les jeunes placés, qui nous disent qu'ils ont des bonifications, mais moi, je les cherche toujours parce que c'est pas suffisant pour subvenir à des besoins. D'autant plus que ça couvre pas quand on est aux études secondaires aussi. T'sais, on dépend des programmes d'emploi à Québec et de l'aide sociale pour finir les études quand on sait très bien avec les JEP que les jeunes placés sont sous-scolarisés. Là. On est juste à 25 de diplôme secondaire. Donc, on a bien du chemin, bien des croûtes à manger encore. Mais oui, moi aussi, j'aimerais bien ça qu'on puisse. Ça fait partie aussi des recommandations de la Commission Laurent, hein, qu'on puisse effacer même les dettes d'études. Là. OK. En tout cas, ça ne fait pas partie du nouveau projet de loi que le gouvernement nous a annoncé récemment. On espère peut-être que ça va venir un jour. On va continuer de travailler là-dessus, mais il y a bien du chemin à faire hein, pour soutenir l'éducation. Puis moi, j'en parle avec d'autres jeunes aussi, puis on s'en rend compte. C'est que ceux qui décident de continuer, ben, on fait le choix de s'endetter. Puis c'est un sacrifice qu'on fait aussi, tu sais. Fait que c'est triste parce qu'en même temps, on pourrait faire rouler plus l'économie aussi si on avait meilleur, un meilleur revenu, puis ça aurait bien moins de stress pour nous aussi. Là. Puis, là-dedans aussi, j'imagine que, il y a combien de personnes qui sortent de leur placement, qui ont des gros traumatismes, puis du stress post-traumatique, puis qui sont pratiquement invalides, là. Je veux dire, rendu là, c'est quoi ton alternative? Te mettre sur le BS le restant de tes jours ou essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis c'est quoi qui t'est arrivé, puis ressortir de là avec un diplôme. Je pense que juste ça, là, même si après le diplôme, il n'arriverait pas grand-chose, puis il finirait caissier, bien, ce serait déjà ça. Ce serait déjà une passerelle pour une transition de période. En tout cas. Puis,
si tu aurais un message à transmettre justement à ceux qui sont en train de sortir du système, ce serait quoi? Ben, s'ils sont présentement dans le système, je leur dirais, je sais que c'est pas facile. Tu as peut-être l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur ta vie présentement. Mais lâche pas, garde espoir, puis le beau s'en vient. Puis s'il est en transition, ben je dirais ça va pas toujours être facile. Il va en avoir des vertes puis des pas mûres. Il va avoir des journées plus tough que d'autres. Tu vas vivre des expériences qui vont t'endurcir. Hein? Moi, j'aime pas ça dire que c'est des échecs. C'est des expériences qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Fait que faut juste que tu t'accroches, puis que tu gardes espoir, puis que tu te dises que tu es maître de ta vie, puis que le meilleur est à venir. Fait que c'est ça que je dirais. Puis toi, tu lui dirais quoi? Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui m'a aidé beaucoup avec les années, j'ai étudié un peu en philo, là, j'ai fait une petite session à l'UQAM, mais j'ai tout le temps été attirée par la philosophie stoïcienne. Puis ce qui ressort beaucoup de ça, c'est que il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Il y en a, là, il y en a, juste là, avec la COVID, là, on voit à quel point tu arrives à l'épicerie, tu veux acheter une patente, il n'y en a pas. Parles-tu des Rice Krispies? Tu veux-tu manger des Rice Krispies ou des Vectors? Parce que Kellogg's, ils n'ont plus ben de céréales. Non, moi, quand j'ai catché ça, là, c'était des cachous. Il n'y avait plus de cachous à l'épicerie et c'était un drame. Non, mais c'est tout le temps de se recentrer sur l'essentiel puis d'essayer quasiment de mettre sur papier là, sur quoi tu as vraiment du contrôle. Tu sais, comme moi, c'est niaiseux. J'ai un peu de contrôle sur mon corps parce que je prends les médicaments, mais j'en ai vraiment pas tout. La maladie, pas tant de contrôle là-dessus. Il y en a un peu, mais pas tant. Tu prends tes médicaments, tu fais tes suivis, c'est à peu près ça. Fait que c'est de se recentrer souvent sur l'essentiel, sur c'est quoi qu'on a du contrôle, puis ce qu'on contrôle pas, ben de le voir, puis si ça te fait vivre des émotions, vis-les, mais après ça, passe à d'autres choses. Puis c'est ça, se débarrasser du superflu. Avec les années, là, je me rends compte à quel point il y avait tellement de choses qui me tenaient à cœur qui, au fil du temps qui passe, je me rends compte que finalement, c'est le superflu, c'est le superflu. C'est ça qui m'aide le plus. Puis, tu sais, je sais que quand on sort de l'adolescence, souvent, on s'achetait des bébelles, puis du linge, puis du make-up, puis du oh mon Dieu, que c'est donc bien important. Ben, quand tu sors d'un placement, te débarrasser du superflu pour t'aider à ta transition à la vie adulte, ça va t'aider. Ouais. Si j'aurais, écoute, le nombre de bébelles là, qui ont fini dans les poubelles, je serais millionnaire. Si j'aurais pas dépensé cet argent-là dans des maudites futilités là, de filles qui fument trop de potes, là, ben, j'en aurais un tas de l'argent. Moi, je pense que c'est avec mes enfants. J'ai été trop gâteau. J'avais besoin de les gâter puis de leur offrir bien des affaires. Fait que j'ai aimé ça. Ben, encore aujourd'hui, j'aime ça, les gâter. Je leur offre beaucoup de livres. Moi, c'est ça que j'offre le plus. Je pense que si j'ai mes bibliothèques de livres, là, je vais pouvoir faire une petite fortune. Non, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours trouvé important d'offrir à mes enfants. Fait que moi, j'ai pas connu ça tant ça, les superflus pour moi. Ça a plus été les superflus pour mes enfants. Ton chef voulait nous saluer, c'est ça? Ben oui, elle a faim. Elle va aller manger. Ça fait un petit bout qu'elle est due. Fait que... Puis ça tombe bien, mais c'est la fin pas mal de notre balado en même temps. Puis je pense qu'on peut aussi peut-être expliquer aux autres ce qui s'en vient rapidement, sans gâcher la surprise, mais peut-être les inviter à nous suivre puis à poursuivre les enregistrements parce qu'il y a plein de belles histoires qui s'en viennent aussi. Oui, fait que c'est ça pour l'instant. Ça va être sur Google Podcast, Apple Podcast, puis YouTube. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est sûr que vous allez nous trouver. Donc, restez à l'affût. Il y a plein de beaux mondes qui s'en viennent nous conter leurs histoires. Oui, Voilà. jusqu'à maintenant, ben c'est ça. On en a déjà plusieurs d'enregistrés, des belles surprises qui s'en viennent. On va les diffuser à tous les samedis si tout le plan de match va comme on le souhaite.
Puis, bien hâte d'avoir vos commentaires aussi, hein, de pouvoir s'améliorer. On aimerait ça que le projet se poursuive. On va faire le lancement officiel à l'Épiscan lors du Forum jeunesse au mois de mars. Mais on aimerait vraiment ça, poursuivre l'expérience, interviewer aussi d'autres jeunes et moins jeunes qui aimeraient aussi partager leur expérience et propager l'espoir. Donc, on espère que ça va vous plaire. Puis, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions, que vous aimez ça, de le partager dans votre entourage aussi. Nous, on pense que ça peut aider les jeunes aussi, puis les anciens qui ont passé par là à un peu mieux comprendre aussi ce qu'ils ont vécu, mais aussi à améliorer le système pour mieux soutenir la transition à la vie adulte des jeunes, puis d'offrir des meilleurs services pour que nos jeunes aillent mieux. Puis aussi, si vous êtes intéressé à participer à nos épisodes, vous êtes les bienvenus à entrer en contact avec nous, puis on regardera tout ça. Fait que c'est la fin de notre épisode d'introduction. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée et à la prochaine. Au plaisir. Au revoir.